Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur bancaire en Europe. Nous en parlons avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investments. Ils sont directeurs des investissements et cofondateurs, bien sûr, associés et gérants. David Benamou. Bonsoir David. Bonsoir. Vous tombez à pic, David, puisque on va parler un peu des résultats des banques. Mais non, la grosse actualité, c'est quand même cette question. Est-ce que c'est le retour des grandes manœuvres dans le secteur bancaire européen? On parle bien sûr de l'opération Unicredit Commerzbank. Alors, opération, Unicredit a construit une position de 9% au capital de Commerzbank. Ça s'est fait ces dernières heures en partie. Et donc, voilà, prise de contact, début de réflexion, voire de spéculation sur ce qu'il pourrait se passer désormais entre ces deux grandes banques. L'histoire n'est pas nouvelle, ça fait partie des serpents de mer bancaires européens. Mais comment vous regardez cette opération? Est-ce qu'elle donne le signal de quelque chose de plus large au niveau européen? Ou est-ce qu'à ce stade, ça reste très spécifique? Unicredit avec Andrea Orcel à la manœuvre et Commerzbank avec les difficultés qu'on connaît du secteur bancaire en Allemagne. Alors, d'abord, c'est pas la seule opération, puisqu'il y a quelques semaines, BNP Paribas a fait quand même un pas en fait important en rachetant l'asset management, en rachetant AXA IM. Donc, on a une première opération d'envergure, et ce qui fait qu'en quelques semaines, on en a deux en tout cas. La deuxième n'est pas faite en tout cas, mais voilà. C'est intéressant. La séquence pour vous, elle commence avec les négos exclusifs BNP Paribas Asset Management, AXA IM. Oui, d'accord. C'est la première grosse opération significative en Europe, même si elle est locale. En tout cas, on sent que quelque chose se passe. Alors, il y a quelque chose qui permet d'éclairer un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est évidemment l'adoption du paquet bancaire par le Parlement européen en avril 2024, qui marque l'adoption de BAL 4. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin de 15 ans de diverses législations, transformation du secteur, coussin de capital, revue des risques moyens pondérés, etc., constitution d'un superviseur unique, d'une résolution en fait unique, etc., etc. La seule chose qui manque en fait aujourd'hui, c'est la garantie des dépôts communes. Elle est à peu près, en tout cas, on sait comment elle devrait être tissée. Oui. Elle avance très lentement. Oui. Mais en tout cas, toutes les problématiques de capital réglementaire et finalement de stabilité du système financier européen, avec la résolution, la supervision, sont derrière nous. Le risque réglementaire, ça y est, une bonne fois pour toutes, est derrière nous et derrière pour le secteur bancaire européen. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a plus de nouvelles législations qui prévoient des nouveaux quotients de capital, un recalcul des risques moyens pondérés. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de projet devant nous. Okay. Et c'est probablement ce qui a déclenché les grandes manœuvres. Parce que voilà, il y a plus on ne s'attend plus à une nouvelle surprise, à une mauvaise surprise, à une incertitude réglementaire. Il n'y a plus d'épée de Damoclès de ce point de vue-là. Voilà, il n'y a plus d'incertitude réglementaire sur ce qui va se passer si on fait une acquisition de cette ampleur. Par ailleurs, ce qui est très intéressant et ce qui a facilité probablement l'opération d'hier, c'est que dans ce texte qui a été adopté en avril, la pondération des participations financières a été abaissée à 250%. Donc en gros, ça veut dire que l'acquisition qui a été faite hier, donc les fameux 4,5% rachetés, consomment très peu de capital réglementaire. Et comme Commerzbank a quand même un rendement, aujourd'hui un rendement cash qui est très important, parce qu'on parle de 13%, c'est déjà une très bonne affaire, en dehors de, évidemment, le changement, enfin l'augmentation du cours de 20%. Déjà relatif pour l'opération, quoi. Super opération. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire du dossier spécifique Unicommerce? Et puis, comme vous le dites, si la séquence commence avec les manœuvres entre BNP et AXA sur l'asset management, aujourd'hui Unicredit Commerzbank. Alors je sais qu'on a détaillé avec vous des consolidations qui se passaient au niveau domestique, local, en Espagne, en Italie, bien sûr. Mais est-ce que là, c'est quelque chose de plus grand qui commence ? Alors, ça peut être quelque chose de plus grand qui commence. Ce qui est très intéressant, c'est que Unicredit, on pense que c'est une banque italienne. En fait, dans Unicredit, il y a Hypovereinsbank. Et donc, ça veut dire que les Italiens connaissent déjà très très bien l'Allemagne et la fusion se ferait probablement par HVB. Elle a beaucoup de sens. Ça permet au groupe de passer, je crois, plus de 10% de part de marché en fait au plan local. C'est
peu le même type de banque, avec la même sensibilité au taux, mais ça veut dire qu'on commence à créer une taille critique. Ouais. Il manquera, alors pas dans tous les métiers, donc il y aura encore des choses à racheter, mais voilà, André Orcel qui vient des fusions-acquisitions, qui a une quantité énorme d'excès de capital, qui a été constitué d'abord sous l'ère de Jean-Pierre Mustier, qui a fait beaucoup d'augmentation, la plus grosse augmentation de capital à l'époque. La banque a été totalement nettoyée. Et puis ensuite, évidemment, par la profitabilité d'Unicredit, grâce à la hausse des taux. Donc il a un très très gros trésor de guerre. Et il peut consolider Commerce et peut-être d'autres. Je crois que pour la petite histoire, c'est Orcel qui était chez Merrill à l'époque, qui conseillait Unicredit pour le rachat de HVB au début des années 2000, c'est ça, en Allemagne. C'est suffisant pour se dire que, parce que là, ça y est, on a les premières prises de parole. André Orcel, le patron d'Unicredit, s'est exprimé. Alors évidemment, on sent qu'il a envie d'y aller, qu'il a envie de faire l'opération. Après, il est aussi honnête. Il dit, on peut monter au capital, on peut redescendre si on n'est pas les bienvenus, si nécessaire. On peut bien sûr envisager un rapprochement total avec Commerz. Comment c'est reçu côté allemand ? Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect réglementaire, j'allais dire, est-ce que les freins psychologiques ou politiques de se dire Commerzbank peut demain être détenu par une banque italienne, même si elle est déjà présente sur le marché allemand, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on va passer par un moment où il faudra explorer d'autres options en Allemagne, en France ? Comment vous voyez la séquence se dérouler là ? Il a aussi précisé, on a du temps. Et on peut être patient. Voilà, on peut être patient. Voilà, c'est précisément. Nous sommes patients. Voilà, c'est précisément ce qu'il a dit. Le frein, potentiellement, c'est évidemment, entre guillemets, je dirais l'overlap qu'il va y avoir entre Hypo-Vereinsbank Bank et Commerzbank. Et donc, ça veut dire qu'il y a probablement un plan de licenciement, en tout cas un ajustement des effectifs à faire. Donc ça peut être, je pense, le frein principal en fait à l'opération. D'ailleurs, les syndicats ont réagi tout de suite assez rapidement en disant, alors c'était assez amusant Verdi, c'est le représentant de Verdi, syndicat de salariés, représentant chez Commerz. Voilà, puis la déclaration était assez amusante parce qu'il expliquait qu'il préférait éventuellement des Français. On se comprend mieux avec les Français, il a dit. Voilà. Bon, alors, je pense qu'il y avait 2 degrés de lecture enfin, dans ce qu'il a dit, puisque c'est probablement qu'effectivement, une fusion avec SocGen, il n'y a pas d'activité en Allemagne, donc ce serait beaucoup plus simple. Voilà, donc ça peut être un des principaux freins. L'État allemand, alors, pour l'instant, il n'y a pas de communiqué de presse officielle, donc je pense qu'il y a beaucoup de tractations, de discussions, en tout cas de discussions en cours pour voir ce qui est faisable. Moi, j'ai le sentiment qu'il va aller jusqu'au bout, parce que ça fait beaucoup de sens. C'est la première opération transfrontalière. On montre souvent des classements de banques dans le monde et on voit à quel point nos banques européennes sont toutes petites, n'ont pas de taille critique et se font damer le pion régulièrement par les banques américaines. Donc voilà, ça a quand même beaucoup de sens. Donc ça a l'air d'être quand même le sens de l'histoire. Avec ce choc réglementaire, cette épée de Damoclès réglementaire qui est partie... Mario Draghi qui nous dit quand même il faut prendre des risques, il faut desserrer les taux réglementaires. Alors il parle pour un nombre de secteurs importants, bien sûr, pour tous les secteurs, mais il parle aussi pour le secteur financier. Bon, on va suivre ça avec attention. Au-delà de ça, ça veut dire que les banques européennes se portent toujours bien sur le plan de leur performance opérationnelle, de leurs fondamentaux, de leur modèle d'affaires. Est-ce qu'elles sont encore dans des phases où elles améliorent peut-être même encore leur profil opérationnel aujourd'hui, dans un début de cycle de baisse de taux? Si vous voyez ce que je veux dire, David. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'on vient juste de terminer les résultats du deuxième trimestre, de publier la publication des résultats du deuxième trimestre et en fait, donc c'est le 17e trimestre consécutif où, après la publication des résultats, les analystes rehaussent les attentes de résultats pour l'année. Donc, voilà, après le deuxième trimestre, c'est une hausse de 3-4% en fait en moyenne. Donc, les banques européennes se portent très bien. Les raisons sont extrêmement simple, c'est que on est passé dans un cycle de taux à nouveau normal. Enfin, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a des taux positifs.
Et quand on a des taux positifs, ça veut dire que les banques gagnent aussi de l'argent sur les dépôts, ce qui n'a pas été le cas pendant 10 ans à peu près, sous l'ère des taux négatifs. Donc ça surprend tout le monde, mais effectivement, il y a tout d'un coup la profitabilité du secteur qui est redevenue normale, mais ce qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps. Alors, on entre dans cette cycle de baisse de taux. Ce qui va se passer, c'est que le moteur marge nette d'intérêt sur les dépôts va baisser un peu. Mais en revanche, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la partie marge d'intérêt sur les crédits, elle va monter. Notamment par le renouvellement du stock. Exactement. Ah, parce que en fait, le stock historique qu'ont les banques, c'est un stock qui a été originé, comme on dit, dans les taux zéro, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Donc les marges sont réduits. Alors, même si les taux baissent un peu, renouveler ce stock, une partie de ce stock, ce sera toujours plus positif que ce qu'on avait au départ. Absolument, ça ne peut être que mieux. Très clair. Okay. Donc voilà, donc en fait, alors c'est assez lent, grosso modo, si on regarde deux types de portefeuilles, portefeuille de prêt à la consommation, c'est 5 ans en moyenne, donc on l'a renouvellement total du stock pendant à peu près 5 ans. Pour l'immobilier, c'est plus long, c'est 12 ans en moyenne, donc c'est pas immédiat, mais graduellement, on va avoir en fait une amélioration de la contribution à la marge nette d'intérêt des portefeuilles de prêt. Il y a un autre élément qui est aussi important, c'est la pente des taux. Parce que la pente des taux, s'il y a une pente des taux entre 0,3 ans, 0,5 ans, selon le type de banque, eh bien les banques font de la transformation et ça contribue aussi à la marge. Pente de taux, elle était plate, il n'y en avait pas pendant des années. Donc, si les taux courts baissent et que on a des attentes en tout cas de rebond de l'économie, on peut avoir un delta positif entre les parties longues et les parties courtes. Oui. Exactement. Donc ça, c'est juste sur la partie marge d'intérêt. Et puis ensuite, il y a les commissions. Donc, quand les taux rebaissent, l'activité repart, que ce soit l'activité évidemment de prêt, la banque d'investissement, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que, en réalité, quand on prend une perspective historique, ce qu'on a fait d'ailleurs dans notre webinaire, on a regardé l'historique de la marge, on se rend compte que, en fait, on est à des niveaux qui sont en dessous de la moyenne historique. C'est-à-dire qu'on est revenu à peu près, en fait, les marges d'intérêt, d'accord. Voilà. Mais il y a une marge de progression qui est vraiment importante. Donc, une vue positif toujours sur le secteur. Donc, aujourd'hui, on n'a plus le temps, David, mais je signale que les performances sont au rendez-vous. Ça fait déjà 2-3 ans que le secteur surperforme et que vous, avec des stratégies actions sur les banques et les financières européennes, vous surperformez très largement, de manière très significative, vos indices de référence. Mais pour vous, la vue positive, elle ne change pas, elle est intacte aujourd'hui. Oui, la vue, elle reste vraiment positive. Tant qu'on a des taux qui restent positifs, on a un secteur qui continuera de s'améliorer. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a beaucoup d'excès de capital qui a été accumulé, qui fait qu'aujourd'hui, le rendement, il est en moyenne de 11%. Voilà, c'est une énorme protection, en tout cas, contre les événements qui peuvent se produire. Bon, toujours un bon secteur, toujours un secteur leader, et c'est encore un des secteurs leaders en Europe depuis le 1er janvier. Merci beaucoup David Benhamou qui vient nous éclairer sur les sujets bancaires régulièrement dans Smart Bourse, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments.